Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau a célébré ce mercredi la victoire du duo Talon Talata. C'était en présence de la présidente du parti et des militants et partenaires. Mahamat Idriss Déby à la tête du Tchad crée déjà des dissensions, mais les partis de l'opposition, tout comme les rebelles, dénoncent un coup d'État. Et puis, le nouveau sommet pour le climat démarre ce jeudi, une rencontre sur l'initiative du président américain Joe Biden qui va durer 2 jours. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour constitutionnelle a proclamé dans l'après-midi de ce mercredi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Ces résultats confirment la réélection du président Talon pour un second mandat. Suivez ici un extrait de la proclamation des résultats dit par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifame Tchogbenou. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3, alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Et cette victoire du président Patrice Talon a été célébrée ce mercredi par le parti UDBN, occasion pour la présidente Claudine Afiavi-Prudencio de remercier ses militants, sympathisants et partenaires. Elle a également réaffirmé son engagement à accompagner les actions du président Patrice Talon. Samson Oké et Fiak Voitan pour le compte rendu. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN reconnaît et célèbre le mérite de ces valeureux militants qui ont pris une part active dans la victoire du duo Talon Talata à la présidentielle du 11 avril dernier. C'est à travers une cérémonie festive qui a réuni autour de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio des coordonnateurs départementaux, communaux, des sympathisants et des partenaires. Danse, chants, prestations artistique, tout a été concordé pour donner à cet événement la couleur des grands jours. Se succédant à la tribune officielle, les représentants des coordinations ont retracé les actions menées sur le terrain.
Pour cette campagne présidentielle, chaque composant du parti UDBN a joué un rôle bien défini et bien encadré. Ainsi, de la présidente du parti jusqu'aux sympathisants du parti, tout le monde a été mis à contribution. Toutes les techniques de campagne ont été étudiées en fonction de l'espace géographique afin de convaincre une grande partie de nos compatriotes encore indécises à opter pour le duo Talon-Talata. Ainsi, à travers caravanes, meetings, porte-à-porte et bien d'autres techniques de campagne, l'UDBN a pris une part considérable dans le processus qui a conduit à l'élection écrasante du duo Talon-Talata au premier tour par un coup KO. Soyez-en remerciés et félicités. Ce fut une occasion pour nous de galvaniser les militants à la base et forcer l'admiration de ceux qui hésitaient encore à adhérer au parti UDBN. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la présidente et la rassurer qu'elle peut compter sur les hommes et les femmes engagés pour l'animation de la vie du parti au niveau des départements, des communes, des arrondissements, des villages et des hameaux de notre pays. Dans son discours, Claudine Afiavi-Prudencio se dit satisfaite du travail abattu par ses soldats pendant la campagne présidentielle. Mes chers coordonnateurs, soyez fiers de vous-même. Je vous ai jaugé, mais j'ai vu comment vous travaillez. Vous avez véritablement mouillé le maillot. Cette gratitude manifestée à l'endroit des militants a été également élargie aux partenaires de l'UDBN, dont des professionnels des médias et des artistes à qui ont été décernés des attestations de reconnaissance et des trophées de distinction. Cette cérémonie a été clôturée par un déjeuner. Rendons-nous maintenant sur nos routes. La piste cyclable sur l'échangeur de Godomè est dans un état de dégradation qui rend la circulation difficile. Dans cet arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Voici le compte rendu de Damien Pedro et François Mbelineto. Un calvaire, c'est ce que vivent les usagers de la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de l'échangeur de Godomè. La piste cyclable faite de pavés est dans un état dégradable. Crevasses, nids de poules et d'eau d'âne de circonstances rendent pénible la circulation à ce niveau. Une situation qui n'est pas sans conséquence non seulement sur les matériels roulants, mais aussi sur l'état de santé des conducteurs, comme nous l'explique ici Gilbert Akodieno. Quand on ne circule pas ici, on ressent les reins sont en train de caler, tout est en train de caler. Le moteur a un problème de vitesse avec changement, tout là, mais la voie là aussi c'est gâté. Les amortisseurs sont gâtés. Quand on ne roule pas ici, là, sont en train de s'affaiblir un peu. Donc on est obligé d'aller sur le mécanicien va encore travailler là-dessus. Jostao Adjazouroué, président des vendeurs de friperies sur le tronçon, tente d'expliquer la cause de la dégradation de la voie. Il y a certains jours on travaille ici, mais les pavés là, les camions qui peuvent rentrer en haut et ils ne peuvent pas passer là, ils ne passent pas ici. Donc, alors que, comment on dit, les pavés là, ce n'est pas solide quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, les pavés sont commencés par faire oui, là. Donc on a déjà parlé avec le CA et avec le maire. Le maire est venu ici, ils ont dit que s'ils ont fini pour faire la leçon, ça peut aller. Mais peut-être quand ils ont fini la leçon maintenant, ils vont venir faire ça, on ne sait pas. Il faut rappeler que cela fait plus d'une énième fois que la voie se dégrade à ce niveau après chaque réparation. Il urge que des réflexions plus approfondies soient menées afin qu'une solution définitive soit trouvée pour le bonheur des usagers. Et sur le continent, après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, son fils à la tête d'une junte militaire a pris les rênes du pouvoir, mais les partis de l'opposition, tout comme les rebelles, dénoncent un coup d'État. Reportage. Déby est mort, vive Déby.
Ce mercredi, le fils de l'ex-président tchadien, décédé la veille des suites de ses blessures au front, a chaussé les bottes de son père. Mahamat Idriss Déby, jeune général de 37 ans, occupe désormais les fonctions de président de la République du Tchad, chef de l'État et chef suprême des armées, le tout à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux mis en place pour au moins 18 mois. Pour l'opposition, qui critiquait déjà vivement la longévité de Déby père, cette succession ne passe pas. Condamne avec fermeté les coups d'État institutionnels opérés par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno. Cela ressemble à un coup d'État et ça ne devrait pas être un coup d'État. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels qui existent, à savoir la Constitution du Tchad. Il faut dire que le nouvel homme fort du Tchad n'y va pas par 4 chemins. Instauration d'un couvre-feu et fermeture temporaire des frontières terrestres et aériennes, mais surtout dissolution de l'Assemblée nationale et concentration des pouvoirs. La charte publiée ce mercredi prévoit également que la durée de la transition gérée par la junte peut être reconduite une fois. Le Tchad ne connaîtrait dans ce cas pas d'élection démocratique avant 3 ans. Une situation qui embarrasse les alliés du Tchad, Paris en tête, qui s'abstiennent de qualifier de coup d'État cette prise de pouvoir. Aujourd'hui, une transition commence dans des conditions dont nous prenons acte. Nous espérons qu'elle se déroulera pacifiquement, dans un esprit de dialogue et de concertation, pour aboutir à une gouvernance civile stable et que la transition militaire sera la plus brève possible. La situation est mouvante. Je ne vais pas la caractériser d'une quelconque manière à ce stade. Ce que je répondrai à votre question et que j'ai déjà dit, c'est que nous encourageons depuis longtemps les avancées vers la démocratie et un gouvernement représentatif au Tchad. C'est quelque chose que nous continuerons à faire. Des précautions diplomatiques qui s'expliquent par le soutien de poids que représente le Tchad dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le QG des forces militaires françaises Barkhane y est installé et la France avait en retour bombardé des positions rebelles au nord du pays en 2019. Emmanuel Macron doit d'ailleurs assister ce vendredi aux obsèques de l'ex-président tchadien, tout comme une dizaine d'autres chefs d'État. En Algérie, les candidats aux élections législatives anticipées du 12 juin ont jusqu'à minuit pour déposer leur candidature. Une partie de l'opposition déterminée à boycotter ces élections pourrait revenir sur sa décision. Si aucun candidat de l'opposition ne dépose sa candidature, le futur Parlement risquerait fortement de ressembler à l'ancien. Et pour Abdelhak Serab, acteur politique et médecin, ces élections ne sont qu'une mise en scène. On l'écoute. Nous sommes dans une situation en Algérie post-régime. Le régime organise les élections après les autres, mais on a vu comment se sont passés, par exemple, le référendum constitutionnel le 1er novembre. Sur les 25 millions d'électeurs, seuls 3,7 ont voté oui. Et sur l'ensemble de ceux qui se sont déplacés, il n'y a eu que 23% de la population qui s'est déplacée. Donc c'est un fiasco total. La vie politique en Algérie n'est qu'une façade. Les partis sont désignés par les services, les élections sont organisées par les services et les résultats sont connus d'avance. Le nouveau sommaire pour le climat démarre ce jeudi, un sommet sur initiative du président américain Joe Biden qui va durer 2 jours. Cette rencontre marque le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique. Autre participation remarquée de la Chine, les engagements de ces 2 plus grands consommateurs d'énergie au monde seront suivis de près. Après la sortie des États-Unis de l'accord de Paris pendant le mandat de Donald Trump, ce sommet marque le retour du pays en première ligne dans la lutte contre le changement climatique. Seront suivies de près les discussions avec un invité très attendu, mettant fin à un certain suspense. La Chine, l'un des premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre avec les Américains, a annoncé sa participation au sommet malgré de vives tensions avec Washington. Le président chinois Xi Jinping devrait même prononcer un important discours lors de la rencontre. Si l'entente entre les 2 pays est jugée cruciale pour la réussite des efforts climatiques internationaux, la coopération devrait ici se formaliser. Du côté de la Russie, qui est également de la partie, les choses se précisent. Le pays est souvent présenté comme étant en retrait des négociations sur le climat. Vladimir Poutine se dit investi. Nous devons relever les défis du changement climatique, adapter l'agriculture, l'industrie, le logement et les services communaux, toute l'infrastructure.
Il faut créer une industrie pour le recyclage des émissions de carbone, parvenir à une réduction de leur volume, introduire un contrôle et une surveillance stricte. Le volume cumulé d'émissions nettes de gaz à effet de serre de la Russie devrait passer en dessous de celui de l'Union européenne. L'Union européenne devrait faire bonne figure après l'adoption in extremis d'un accord dans la nuit de mardi à mercredi. Accord portant sur une réduction nette d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. La confiance est de mise. Les États-Unis ne nous sont pas supérieurs sur le climat, nous sommes le grand frère ou la grande sœur. Nous pouvons les encourager, ils seront réellement poussés par nos actions. Ils devront réagir lorsqu'ils verront ce que nous avons accompli. En invitant l'ensemble des grands émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis veulent inciter leurs partenaires à mettre en œuvre davantage de mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. Mais pour y parvenir, ils devront lors de ce sommet afficher eux-mêmes des ambitions plus élevées. Et puis, situation sanitaire critique en Inde. Près de 315 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés en 24 heures. Un record mondial au moment où les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène. Une vingtaine de patients sont morts ce mercredi après une fuite de l'alimentation en oxygène. Une coupure d'oxygène en pleine pandémie. 22 patients du Covid-19 étaient sous assistance grâce à ce centre d'approvisionnement de l'hôpital. Mais à cause d'une fuite accidentelle, l'alimentation en oxygène de leur respirateur s'est arrêtée. Les 22 patients sont décédés. Un drame survenu dans un contexte de hausse des infections au Covid-19 dans le pays, lié à l'émergence d'un nouveau variant qualifié de double mutant. Les bouteilles d'oxygène deviennent un enjeu crucial. Devant ce centre de recharge, une ambulance attend son stock de bonbonnes. Les cylindres vides sont remplis sur place avant d'être distribués dans les hôpitaux, où ils sont plus qu'attendus, tout autant que les traitements. Plusieurs médicaments, dont le Remdesivir, ne sont pas disponibles. Mais c'est l'oxygène qui fait le plus défaut et nous avons du mal à prendre en charge les patients graves qui ont besoin d'un respirateur. La plupart des patients sont donc renvoyés chez eux car nous n'avons pas assez d'oxygène et de Remdesivir pour les soigner. Nous disposons d'une usine de production d'oxygène qui a environ 20 kilolitres d'oxygène. En temps normal, cela suffit pour 6 jours à une semaine. Maintenant, ils sont épuisés en 24 à 48 heures. Nous devons renouveler le stock d'un jour à l'autre et à l'avenir, je ne sais pas à quel point on devra le faire plus fréquemment. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème, mais la crise est bien là. Désemparées, certaines familles de malades parviennent à s'approvisionner en médicaments et en oxygène à des prix exorbitants sur le marché noir. Les habitants font aussi la queue pour se faire dépister. La situation sanitaire est devenue particulièrement préoccupante. Le pays a enregistré un nombre record de 2000 morts du Covid-19 en 24 heures. L'Inde rapporte également presque 300 000 nouveaux cas d'infection en une seule journée. La hausse des contaminations a explosé depuis le début du mois. Une nouvelle vague comparée à un ouragan par le Premier ministre Narendra Modi. Il a annoncé une vaccination accessible à toutes les personnes de plus de 18 ans dès le 1er mai. Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est désormais le deuxième pays le plus touché au monde par le Covid-19, après les États-Unis. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.